bonsoir à tous et bienvenue au 20h30 du 2 octobre 2015. Bonsoir Gladys. Bonsoir, Joseph. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on this newscast. As you already know, the President of the Republic, Paul Biya, has signed a decree reshuffling his cabinet. Joseph Emmanuel, you have the rundown of the ministers appointed. D'accord. Donc, lecture de ce décret signé ce jour par le Président de la République. Le Président de la République, sur proposition du Premier ministre chef du gouvernement, décrète, article 1er, sont à compter de la date de signature du présent décret, nommé au poste ministériel ci-après, ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, M. Betty Assomo Joseph. Ministre délégué à la présidence de la République chargé du contrôle supérieur de l'État, Mme Baacha Ne Fomunda Rose Ngwari. Ministre des Affaires sociales, Mme Ngenene Kendek Pauline Irène. Ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Eyebe Aïssi Henry. Ministre des Arts et de la Culture, M. Mouele Kombi Narcisse. Ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, M. Motaze Louis-Paul. Ministre des enseignements secondaires, M. Gale Bibehe Jean-Ernest Massena. Ministre de la jeunesse et de l'éducation civique, M. Mounouna Foutsou. Ministre des mines, de l'industrie et du développement technologique, M. Ngwaboubou Ernest. Ministre des postes et télécommunications, Mme Libom Likene Mendom Minette. Ministre des Relations extérieures, M. Mbela Mbela le Jeune. Ministre des Sports et de l'Éducation physique, M. Bidoukbat Pierre Ismaël. Ministre des Transports, M. Mbongo Edgar Alain. Ministre des Travaux publics, M. Nganou Djoumessi. Ministre délégué auprès du ministre des Finances, M. Elung Paul Tché. Secrétaire d'État auprès du ministre des Enseignements secondaires chargé de l'enseignement normal, M. Bayaola Boniface. Secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux publics chargé des routes, M. Aïna Oranja Louis-Max. Le reste, sans changement. Article 2, les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3, le président décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. C'est signé ce 2 octobre, le président de la République, Paul Biya. Ensuite, il y a eu ce décret portant en nomination du secrétaire général des services du Premier ministre. Le président de la République décrète, article 1er, M. Fouda Séraphin Magloire, est à compter de la date de signature du présent décret nommé secrétaire général des services du Premier ministre. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur et le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Cet autre décret du président de la République portant nomination du secrétaire général adjoint des services du Premier ministre. Le président de la République décrète, article 1er, M. Nguye Kanté Pascal est à compter de la date de signature du présent décret nommé secrétaire général adjoint des services du Premier ministre. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Et article 3, le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Et c'est signé ce 2 octobre 2015, le président de la République, Paul Biya. Enfin, ce décret portant nomination d'un conseiller spécial à la présidence de la République. Le président de la République décrète, article 1er, M. Samba Dieudonné, est à compter de la date de signature du présent décret nommé conseiller spécial à la présidence de la République. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3, le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Et c'est signé ce 2 octobre 2015, le président de la République, Paul Biya. Et nous avons reçu, Gladys, yes, Joseph Emmanuel, we have reactions of some newly appointed ministers. I would like to express my deep gratitude to the head of state. I want to emphasize on this gratitude because it is not the first time he is giving me his confidence, his right confidence, and I try to do my best to be up to the task. I would like to thank the head of state to have renewed his confidence in me. He gave me an important department, and I hope that I'll try my best to be at the level of the task
I am going to a department. A few years ago, I was there as a director and I worked on some project. And I know that the task is not easy to bear this department, but I think as we worked at that period with commitment and devotion, I hope that I'll find on the field some collaborators, the collaborators who are also devoted, committed, so that together we could face this challenge. We have to try one more time. We are civil servants. When you are called to serve, you have to serve. So one more time we have to serve, you know, to merit that confidence that they had, which was given to you one more time. And I think that we have to try to work hard to be able to accept and to face this new challenge. With the help of God, I think we will overcome one more time that challenge. Well, let's now get the reactions of those ministers who have been maintained into office. My first feeling is to express my gratitude to the President of the Republic, because these things are not easy. And when you are renewed the confidence of the President, you thank God and the President for the expression of that confidence. So I'm happy, and I express my respectful gratitude to the President. The best way of showing that gratitude is to continue to do my work the way he wants it, to the interest of our country and to the interest of our people. I'm very happy to know that this new cabinet was waited for a long time by the population. And now if I have been maintained in this place, it's maybe because that the head of state has appreciated my work. I want to thank him, to thank the head of state very much. Voilà, ils sont donc 12, ces ministres qui font leur entrée, ces nouveaux ministres qui font leur entrée au gouvernement ce jour. Nos reporters ont rencontré certains d'entre eux. Je vous propose de les écouter. Cette confiance, j'essaierai de faire de mon mieux pour en être digne, pour la mériter et pour remplir avec dévouement, et je vais le faire avec compétence, avec l'aide de tous ceux qui sont appelés à œuvrer, qui seront appelés à œuvrer dans le champ des compétences qui sont affectées à ce ministère ô combien important, ô combien stratégique pour l'identité culturelle d'une nation, qu'est le ministère des Arts et de la Culture. La tâche qui m'attend est difficile parce que, vous savez, c'est le secteur de la jeunesse. Et donc, j'y étais à un moment donné en tant qu'opérationnel, il y a quelques années. Maintenant, j'y retourne dans la coordination, dans les prises de décision, au plan stratégique. Et à l'époque, j'y avais travaillé avec passion. D'abord, beaucoup de remerciements pour le chef de l'État qui m'a fait confiance une fois de plus, parce qu'il faut dire que cette confiance s'est renouvelée. Et puis, les sentiments d'émotion quand même. Parce que quand vous êtes nommé ministre, ça veut dire qu'au-delà de la confiance, il y a beaucoup de chance. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup de challenges. Donc, une fois de plus, il faudra faire face. Il faudrait déjà, quand on arrive dans un département ministériel, faire confiance aux gens, savoir ce qu'on attend de vous, pourquoi vous avez été nommé, quelles sont les motivations. Donc, il faudrait faire avec ce qu'on trouve sur place.
et essayer de voir si on peut atteindre ces objectifs, travailler dans la collectivité avec ce qu'on trouve sur place. Il faut dire que le réaménagement intervenu ce jour, le réaménagement du gouvernement intervenu ce jour, a vu le maintien à leur poste de certains ministres qui s'expriment ici au micro de nos reporters. Je sais gré à M. le Président de la République, chef de l'État, de m'avoir renouvelé sa confiance en me maintenant à cet important poste du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Je mesure hautement la confiance qui m'est ainsi faite par le chef de l'État et naturellement la meilleure manière pour moi de lui témoigner cette confiance, c'est de continuer à faire le travail qu'il m'a confié, à conduire la mission, haute mission qu'il m'a confiée au mieux des intérêts de notre pays. Donc c'est vraiment un sentiment de joie que naturellement j'éprouve après ce remaniement ministériel que vient de décider le Président de la République. Je suis animé par une très grande joie à la suite de l'annonce de ce remaniement ministériel. Vous savez vous-même que c'est un gouvernement qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, longtemps attendu par les populations. Et il faut dire la vérité, qui a suscité un peu une perte de sérénité par-ci par-là dans l'équipe gouvernementale. Lorsque on apprend la nouvelle comme celle d'aujourd'hui, où le chef de l'État m'a plutôt renouvelé sa haute confiance, il y a lieu de se féliciter grandement. Donc je puis vous dire qu'aujourd'hui, je suis très content d'avoir été maintenu à ce poste si sensible, si délicat et si important. Voilà, alors de nouveaux visages font leur entrée dans le gouvernement, même si les noms ne sont pas inconnus de la gestion des affaires du pays à différentes sphères. Autre fait marquant, des figures inscrites au gouvernement depuis une décennie pour certains quittent la scène, d'autres encore changent de poste. Voici une photographie des départs et des arrivées dans ce gouvernement. C'est avec Evelyne Onesomba. C'est sans doute l'une des plus grandes ascensions de ce réaménagement du gouvernement. Joseph Betty Assomo, jusque-là gouverneur de la région du Littoral, se voit confier le stratégique et prestigieux poste de ministre délégué à la présidence chargé de la défense. C'est à la fois le profil du promu et les dossiers brûlants qu'il devra gérer par ces temps de guerre contre le terrorisme qui en font l'événement le plus marquant. L'autre entrée fracassante est celle d'Ernest Ngale Bibehe, le chef d'entreprise, jusque-là directeur général de la Socatur, est un fruit mûr du secteur privé. Il devra conduire la politique des enseignements secondaires et donner du contenu à la professionnalisation. Trois dames arrivent aux affaires. Rose Mba Acha, magistrat de formation, est nommée au contrôle supérieur de l'État. Pauline Kene-Kendek s'occupait jusque-là du partenariat public-privé au ministère de l'économie. Elle hérite des affaires sociales, vaste chantier à la Sisyphe. Minette Libom Liliken tenait les rênes de l'administration douanière. Aujourd'hui, elle est appelée sur le chantier des postes et télécommunications. Parmi les bleus de ce 2 octobre, il y a les petites mains de l'administration centrale. Boniface Bayaola, jusque-là au ministère du Commerce, nommé secrétaire d'État au ministère des Enseignements secondaires. Ernest Mba Boubou, venu des petites et moyennes entreprises, devenu ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Louis-Max Saïna Ouandia, à la retraite après avoir dirigé l'IUT de Douala, est appelé comme secrétaire d'État aux travaux publics en charge des routes. Il y en a qui achèvent un long bail au sein du gouvernement. Catherine Bakambok, 15 ans à la tête des affaires sociales, presque autant que Robin Nkili au ministère du Travail d'abord, puis des Transports. Amatoutou Mouna quitte les arts et la culture, entré aux affaires comme secrétaire d'État au commerce en 2004, la même année que Louis Bapès, d'abord à l'enseignement technique puis aux enseignements secondaires. Et Simi Meignier à l'agriculture, à Doumgaroua au sport, Biti Biessam au poste et télécommunications quitte la scène. Patrice Ambassala, lui, ne sera resté que 4 ans au ministère des Travaux publics. 4 ans aussi pour Pierre Moukokom Bondio aux relations extérieures. Il laisse la place à un diplomate de carrière, le jeune Bélam Béla, jusque-là ambassadeur du Cameroun en France.
D'autres visages en arrière-plan s'effacent. Pierre Titi, ministre délégué aux Finances, Hans Nietam, secrétaire d'État aux Travaux publics. Au rang des changements de poste, il y a le retour de Louis-Paul Motazé à l'économie après son passage au secrétariat général du Premier ministre. Un autre qui retrouve ses racines, c'est Bidung Bat, de la jeunesse, il va au sport. Henri Eyebe Ayissi prend le chemin des plantations. L'agriculture et le développement rural seront désormais son dada. Emmanuel Nganou Djumessi s'occupera d'un pan important du développement, les travaux publics. Mounouna Foutsou assume désormais une charge totale. Le secrétaire d'État aux enseignements secondaires d'hier continuera de former la jeunesse aux prises avec une crise profonde de la citoyenneté et du civisme. Mais s'il fallait ne retenir qu'un seul changement de poste, ce serait assurément le départ d'Edgar Alain Mbengo de la défense au transport. Well, this presidential decree, as you just saw there, has brought into this new government 10 new faces with the exit of 12 ministers and 6 others changing portfolio. Well, we shall be coming to these to the new faces, as you just heard in French there. And in other news, teaching allowances have been suspended for teachers who are carrying out work not related to their careers. The Ministry of Finance has begun the process of recovering the money wrongly received as allowances by such teachers who are not practicing their profession. Many of those affected find this measure unjust, but classroom teachers applaud the development, as Moitu Waifo Akunjang tells us. Chalk in hand, this primary school teacher painstakingly churns out the lesson to be copied by her pupils. One moment they are studious and attentive, the next they are heedless and rowdy. We have 75 children in one class, and the children are sitting 3-3, such that when you are teaching, some of them will not be sitting comfortable. When you talk the whole day, you feel tired. For these reasons, this teacher applauds government's decision to limit the payment of teaching allowances to only those effectively practicing the profession. The teachers in classroom are supposed to have more allowances than those who are not teaching in holding the chalk, because the teachers go through the difficulties, they have to touch the chalk. This measure does not sit well with all teachers. Once you're a teacher, you are a teacher. The allowances should not be taken away from anybody, because today you could be teaching in the classroom. For one reason or the other, you are sent out of the classroom and you become a worker in the office. And now ask, then why should it be that the allowance should be taken away from you? 2 years later, you are called back into the classroom. What happens? Do you keep on giving back and receiving? It's for the authorities that be to answer the question. Injustice to some, fair play to others. Regardless of the reactions, the measure is already being applied. The suspension is effective. Teachers carrying out work non-related to their careers and who have been receiving the 10,000 CFA francs teaching allowance since 2002, when the presidential decree instituted the allowances, will see their salaries slashed on a monthly basis until the total amount has been recovered. Kudos. The rush for Cameroonian universities is witnessing a steady increase with growing student population, but the scramble for foreign ones is gaining grounds day in, day out. In Cameroon, thousands of students travel each academic year to study abroad, which they say are motivated by various factors and their search for quality education. Beatrice Ngum spoke to some of them who will be braving the skies not long from now and put together the following report for this newscast. Distance separates Cameroon from Germany and other European countries, but from their attires, they are already seeing themselves in Germany. Roland and Joyce are amongst the thousands of Cameroonian students who yearly brave the skies to discover something new, a venture beyond their comfort zone in search of what they call quality education. I personally studied economics, so I would like to travel to Germany because I have the impression that there in Germany I can do much better. I would like to do computer engineering in Germany. I must know the language before studying in Germany. A new way of seeing things and a new way of learning, motivated by several factors. The younger ones today, we think studying abroad gives us more opportunities. There are people here who have so many certificates and they are not valued.
Yeah, so maybe studying abroad and coming back with my certificates that I obtained abroad, I can have more chances or opportunities to have a good job here in my country. Upon graduation in their various fields, their dream is to come back to where they started. The computer really helps to simplify everything. I would like to build something for Africa, then for the whole world. Workers in foreign language teaching and learning centers say the scramble for foreign universities amongst the Cameroonian student population is on the rise. We have universities here with a lot of shortcomings. Lecturers will not be on time, maybe they will not come, or when they come they tell them to go on internet and do this or that. They think over there they will have things that are more regulated, things that are maybe better organized than what they have here. If foreign universities are pulling many across, the question remains, are Cameroonian universities incompetent, or what should be done to improve on the fallen level of education? In a related development, registration into various faculties at the University of Douala has begun. At the Campus 1 of the University of Douala, there is affluence as close to 1,700 students hustle and bustle daily in order to get registered into the institution of higher learning. Our reporter, Nje Enoibai, was at the University of Douala and put together the following report. It is the same ritual every year at the University of Douala. Long queues and documents in hand, with one desire, that of registering into the institution of higher learning. I've been here waiting for my turn to make my what we call the first certificate medical for me to be registered in my faculty of law. At the various registration points and medical centers within the University of Douala, where close to 1,700 students are received daily, all is being done to ensure that the new students fulfill the requirements. You have people who are in reception. After reception, you have registration. After registration, you have examination. After examination, they are sending you to secretariat to have your certificate or in lab if you have some exam to do. To ensure that the freshmen choose the right academic disciplines, the University of Douala has set aside days for orientation. Every year, before the lecture starts, we organize what is called days of orientation. On that occasion, all the academic staff are there to advise the freshmen what type of fields and what type of specialization, what we have to do. We have all the necessary advice which is given at that day. This is the first stage of a very long registration process, which can also be done online. It is only after a pre-selection and the publication of a final list that these young men and women can be considered students of the University of Douala. As you heard in the headline, today's presidential decree has brought into the government 10 new faces, with the exit of 12 ministers and 6 others changing portfolio. Our reporter Bernice Batitata now reports on the reactions of some new ministers. Government shake-up has witnessed several changes. 10 new faces have been brought into the new government. Betty Asomo now becomes the minister delegate at the presidency in charge of defense from his last position as the governor of the Littoral region. Mba Acha from Undam Rules is now the minister delegate at the presidency in charge of state audit. She was the president of the lower administrative court in Bamenda. Ngene Kendek Pauline becomes the minister of social affairs after serving as the advisor in the Ministry of the Economy. The Minister of Arts and Culture gets Mwele Kombi to head that department. He was before the special advisor at the presidency. Ernest Ngwabubu was the director at the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises, becomes the Minister of Mines. A private operator and also Director General of Sokatu Douala Ngale BBA now heads the Ministry of Secondary Education. The long-term Director General of Customs, Libon Lee Liken Minet, now steps up as the Minister of Post and Telecommunication. Mbela Logen was the current Cameroon's ambassador to France, is brought in as the Minister of External Relations. Elung Paul Che, who becomes the Minister Delegate of Finance,
has been heading the Hydrocarbon Price and Stabilization Fund. Bahaullah Boniface, now the Secretary of State for Secondary Education, was before one of the directors in the Ministry of Trade. Ahina Ohanja Louis Max, now the Secretary of State for Public Works in charge of roads, was before the director of the University Institute of Technology in Douala. 12 ministers make their exits, and these include Catherine Bakambok of the Ministry of Social Affairs, Louis Bapes of the Ministry of Secondary Education, Bihiti BSM exits from the Ministry of Post and Telecommunication, Adun Garwa moves out from the Ministry of Youth and Physical Education, Robert Nkeli leaves the Ministry of Transport as Patrice Ambasala moves out from the Ministry of Public Works after 4 years. 6 others have been maintained in the government but have been moved to other ministerial departments, and these include Henry Eyebe Ayese, who moves out as the Minister Delegate at the Presidency in charge of State Audit to the Ministry of Agriculture and Rural Development, like Louis Paul Motaze, who climbs up as the Minister of the Economy from the Secretary General at the Prime Minister's office. Bidung Pat moves back to the Ministry of Youth and Physical Education. Edgar Alain Mebengo changes to the Ministry of Transport, and a good number of ministers have been maintained in their departments, and together with the others will ensure a continuity in government policy. La journée de l'enseignant se célèbre le 5 octobre prochain. Et si vous êtes enseignant et que vous n'exercez pas comme tel, sachez que vous recevrez probablement un ordre de recette du ministère des Finances qui vous impose de rembourser des primes d'enseignement et d'évaluation jusqu'ici perçues. La récente décision de suspension de cette prime est déjà effective à l'éducation de base. Une centaine d'enseignants se sont vus retirer un certain montant de leur revenu mensuel. La mesure de l'État a été diversement accueillie dans le milieu des enseignants. Mesure légitime ou injustice, Rabia Toula a voulu savoir. Son reportage. La scène est courante, rien de nouveau pour l'enseignante. La maîtresse Gisèle, comme on l'appelle, sait bien que son métier n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas une tâche facile. Il faut savoir comment les encadrer. L'instit est formel. L'enseignant sait la craie d'abord. Totalement d'accord donc avec la récente décision de l'État de supprimer la prime d'enseignement et d'évaluation chez certains enseignants. Ils sont une centaine de l'éducation de base qui ont reçu des ordres de recettes du ministère des Finances. Un redressement de plus d'1 million de francs CFA. Pour la plupart, ils auraient indûment perçu 10 000 francs CFA chaque mois depuis plus de 13 ans, sans tenir la craie. Les enseignants sur la question sont divisés. Nous qui sommes en classe, nous qui utilisons la craie, nous qui enseignons, vraiment, ces primes doivent nous revenir. Un enseignant, c'est un enseignant. Qu'il soit sur le terrain, derrière un bureau, ou je ne sais pas où ailleurs. Le texte de référence, c'est l'alinéa 2 d'un décret de février 2002. Selon ce texte, la prime d'enseignement et d'évaluation n'est accordée qu'aux fonctionnaires exerçant effectivement les tâches y afférentes. Pas aux enseignants de nom donc, mais aux vrais maîtres de la craie, comme Gisèle. La portée de la mesure est déjà palpable. Certains enseignants se sont vus retirer jusqu'à 100 000 francs CFA de leur salaire mensuel. Cela devrait durer jusqu'à remboursement total de la somme dite indûment perçue. La mesure, semble-t-il, va s'étendre aux enseignants du secondaire et du supérieur. Et puis parlons de ces étudiants qui veulent poursuivre leur formation à l'étranger. Ce sont des jeunes gens qui nourrissent l'espoir de se faire là-bas un cursus de qualité pour être plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Les raisons de cet exode dans ce reportage que signe Daniel Menanga. Zidane, jeune bachelier de 18 ans, rêve de devenir ingénieur en informatique. À cet effet, il va étudier en Allemagne. L'Allemagne offre une bonne qualité de formation et l'offre là-bas est très variée. Flora se voit journaliste ou psychologue. À 17 ans, elle a encore le temps de se décider. Ce qu'elle sait, c'est qu'elle va se former à l'étranger. Il y a des personnes qui peuvent m'aider là-bas à continuer dans mes études. Je veux quelque chose de différent. Des jeunes comme Zidane ou Flora se comptent par milliers. À chaque rentrée universitaire, ils veulent partir.
Il y a des gens qui veulent bien étudier ici, mais ils se demandent si vraiment ils seront compétitifs sur le plan plus professionnel. Il voudrait bien travailler au Cameroun, mais ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il fait? Il peut tenter sa chance ailleurs. Ce n'est pas vraiment un phénomène d'immigration, c'est juste une question de formation. Savoir spécifique et enseignement de qualité oblige. J'ai fait 1 an en Guakelé en même temps en faisant les cours. Bon, franchement, en Guakelé, je ne peux pas dire que c'est mauvais. Je vais continuer avec la construction des machines, toujours dans la branche physique. C'est à croire que les formations similaires n'existent pas au pays. Le contrat, en fait, c'est fréquenter, revenir ici. C'est ça. Tout le monde se sent bien chez soi, en tout cas. Mon projet, c'est de pouvoir créer une école au Cameroun pour faire profiter certains jeunes de l'expérience que j'aurais pu acquérir. Les générations précédentes le disent. Dans ces pays étrangers, il faut parfois faire face aux difficultés d'intégration, aux problèmes d'emploi, parfois sélectifs. Bref, l'avenir n'est pas toujours garanti hors des frontières. Et toujours dans l'enseignement supérieur, de nouveaux bacheliers se bousculent pour les préinscriptions dans le campus de l'université de Douala. Pour ces jeunes gens qui font leur premier pas dans le milieu universitaire, eh bien c'est un début de calvaire où chacun est appelé à être maître de son destin. Reportage à Douala d'Aboubakar. Au campus de l'université de Douala, la cour est bondée d'étudiants qui y sont pour diverses raisons. Difficile de se frayer un chemin, la rentrée académique oblige. Devant les différents bureaux, les anciens étudiants et certains responsables accueillent les néo-bacheliers. Nous avions une équipe pour faciliter l'acquisition du certificat médical. On a une équipe qui est là pour organiser les étudiants à l'arrivée. Quand ils arrivent, ils positionnent les enfants le matin. Et une équipe qui est là pour l'enregistrement et la 3e équipe pour la consultation. 4e équipe, c'est la délivrance du certificat médical. Toutefois, ces nouveaux bacheliers font face à certaines réalités. C'est le début du calvaire. Ce qui me tracasse depuis le début des préinscriptions, en fait, c'est l'attente. Elle est très longue. Ici aujourd'hui pour faire les carnets médicaux. Et ce qui se passe, c'est que les gens donnent l'argent derrière d'abord pour faire les préinscriptions. Depuis hier, on donne l'argent derrière et nous souffrons. Certaines personnes passent avant nous. Cependant, que dit l'administration? Le personnel enseignant et même les personnels d'appui sont là pour conseiller, orienter, aider les futurs jeunes apprenants à véritablement choisir autant que faire se peut leur filière de formation. C'est l'ambiance qui prévaut en ce moment à l'université de Douala. The Delegate General for National Security, Martin Bargangele, has told the new regional delegate for national security for the Adamawa to make the region a filter of persons moving from the north to the south and vice versa. He was speaking today in Gaundere while commissioning Police Commissioner Mem Jacques into his duties. Ebenezer Akanga reports from Gaundere. Located between the forest zone in the south and savanna zone in the north, the Adamawa region occupies a strategic position in Cameroon as it is a melting pot of people and cultures. Also, the region shares borders with Nigeria and the Central African Republic, where things often get worse before they get better again. These expose the Adamawa to security threats. In commissioning Police Commissioner Mem Jacques to his duties as Regional Delegate for National Security for the Adamawa, the Delegate General for National Security, Martin Barangangeli, told him to be very vigilant so that nothing that can disrupt the peace and security of the country should escape him. The Delegate General stressed on a need for the regional delegate to scrupulously control immigration of foreigners and movement of people so as to make the Adamawa a filter for persons traveling from the north to the south and vice versa. Martin Barangangeli told the new regional delegate to be a model and to instill discipline, probity and honesty within the police corps in the Adamawa. He also prescribed collaboration with the population in the fight against insecurity. Police Commissioner Mem Jacques, who has taken over as Regional Delegate for National Security for the Adamawa, hails from Sanaga Maritime Division.
Before his appointment, he was Deputy Director of Public Security at the General Delegation. He takes over from Police Commissioner Seke Kolombang. Prior to the installation ceremony, Martin Barangangili held a working session with police officials in the Adamawa, during which he warned that now is the time for zero tolerance for wayward police officers. Well, the new Director General of the CSU was installed yesterday here in Yaoundé by the Minister of Public Health. We now have the reactions of the Director. The newly installed Director of the University Teaching Hospital in Yaoundé is a professor in surgery with a long-term experience as a practitioner. He is a lecturer at the Faculty of Medicine and Biomedical Sciences in Yaoundé and a practitioner in the Central Hospital coordinating the surgical service. He also is of the University Teaching Hospital. For the new management, they has to instruction to have a good governance, to appeal all personnel to work for this hospital. The hospital has witnessed a gradual degradation within 16 years, but Professor Esomba Afiu George Alfred is challenged to get the hospital on its rails within a year. He said decide to agree a contract plan for 3 billion and in the emergency plan to agree a financement of 10 billion. Then we will permit to renovate completely this reference hospital. Professor Esomba is stepping into the hospital management sector for the first time, so the stakes and challenges are very high. I'm conscious of the problem since 2008 in the central level. We are aware of the problems. The Minister of Public Health, Andre Mamafuda, has given his word for total support, and that of the Board of Directors represented at the installation ceremony by the President, Professor Jacques Famandongo. Still in health, specialists in respiratory medicine from Cameroon and some African countries are meeting in Yaoundé to share knowledge on how to improve on the care and management of certain respiratory diseases. The 7th Congress of the African Chest Society and the 1st Congress of the Chest Society of Cameroon began yesterday with focus on multi-drug resistant tuberculosis, pneumonia and other lung infections. Tony Nanyongo tells us more. Focus of the gathering of specialists in diseases of the respiratory system is on difficult forms of tuberculosis, notably the multi-drug resistant tuberculosis, which, according to the physicians, is very common in Cameroon. In 2014, Cameroon diagnosed and treated about 26,000 TB cases. Amongst these, we had over 123 multi-drug resistant tuberculosis cases. They will also look at different kinds of treatment for pneumonia and other infections of the lungs. Now, asthma, we have about 5% of the Cameroon population who are asthmatic, okay? And we have problems of managing them because many people don't know that it's a chronic disease. Besides difficulties related to treatment and the prices of some of the medicines, the problem of personnel will also feature in the 3-day discussions of the chest physicians. Cameroon counts about 20 to 25 specialists. We're expecting that very soon some will be deployed to centers in the regions, regional hospitals, so as to be able to help treat everybody. Cameroonian specialists will share notes with those from other African countries on how to improve the management and care for diseases of the respiratory system. And on to this obituary, the remains of former CRTV journalist Hubert Fotso Sobgui were given the last honor at the national radio station where he worked for several years while in service. Hubert Fotso Sobgui died while on retirement. Luma Slim Davis in the following paper says the fallen journalist will be buried Saturday, October 3rd in his native Banjul village. Hubert Fotso Sobgui was born on the 2nd of February 1958 in Ayos. He started work as a journalist in the then Radio Cameroon on the 17th of December 1987, with his first station being Radio Cameroon. I knew him as a radio listener
And finally, I became his colleague. He's somebody who's humble, who has deadlines done in stone. That is, when he goes out to the field and is back, before you know it, the story is ready for the air. Hardly saw him angry. In fact, he was always had a smile to share with everybody. And it's a great loss for me as a friend and a brother. Hubert Fosso Sobgui, I would say, was a devoted journalist, more of a teacher, a model. He set the example. He was there early, and you could see him doing things without waiting to be asked, and he showed us the work. The journalist worked in different capacities in CRTV Southwest, CRTV East, and CRTV Center, where he was chief of news. He was a talented man. He liked his job. At any time he was on the field, he was not considering himself as a chief. He was doing all sorts of jobs. Hubert Fosso Sobgui left behind 3 children, family members, friends, and former colleagues to mourn his departure. Voilà. Hubert sera enterré demain dans son village natal. Le nouveau délégué régional de la Sûreté nationale de la Damawa a été installé ce jour. Dans ses fonctions, c'était un Ngaoundéré. Au commissaire divisionnaire Même Jacques, le délégué général à la Sûreté nationale, demande d'être particulièrement attentif à l'immigration des étrangers. Rodrigue Bertrand Tuino a envoyé spécial à CRTV à Ngaoundéré. Mon commandement. Voici l'homme qui tient désormais les rênes de la police dans la région de la Damawa. Né en 1958 dans le département de la Sanaga maritime, le commissaire divisionnaire Même Jacques a roulé sa bosse aussi bien dans les services extérieurs, les services centraux qu'au centre d'instruction de la police à Moutenguene. C'est donc un policier pétri d'expérience que le chef d'État place ce jour à la tête de la Sûreté nationale dans cette région de la Damawa. Il aura besoin de cette expérience pour faire face aux défis qui l'interpellent ici. Les défis dans le contexte actuel de la lutte contre Boko Haram sont multidimensionnels. Je vous demande une attention particulière quant à l'immigration des étrangers et à l'identification nationale faite de votre région. Un tamis des filtrages sécuritaires. La feuille de route établie par le patron de la police l'y aidera. Veillez sur la moralité de vos hommes et leur engagement au service. Développez une parfaite collaboration avec les populations. Rassurez-les, mettez-les en confiance, soyez à leur service. Au cours d'une réunion de travail avec les responsables régionaux de la police, Martin Bargangele a prescrit de redoubler de vigilance et d'ardeur au travail avec promesse de récompense pour ceux qui travaillent bien et le bâton pour ceux qui endurcissent leur cœur à l'évangile sur le respect de la déontologie professionnelle dont il est le chantre depuis son arrivée à la tête de la Sûreté nationale. Et puis le nouveau directeur général du centre hospitalier universitaire de Yaoundé a été installé hier par le ministre de la Santé publique André Mamafouda. Au professeur Arthur Georges Essomba, le ministre de la Santé recommande de remédier très rapidement aux difficultés auxquelles le CHU est confronté ces derniers temps. Je vous propose de l'écouter au micro de notre reporter Lucie Colette à Volo. En installant le directeur général, je lui ai tout simplement rappelé la réalité. Et aujourd'hui, pour réussir, il faut que la gouvernance soit au centre de son management et surtout trouver des solutions réalistes aux différents problèmes qui minent aujourd'hui le fonctionnement du CHU. Nous devons apprécier la grande décision du chef de l'État après la signature d'un contrat plan sur 3 ans de 3,3 milliards, vient de décider dans le plan d'urgence d'accorder 10 milliards pour refaire totalement le CHU. Et dans la suite du journal, on va parler de la levée du corps de ce matin à l'hôpital général de notre confrère Hubert Fosso Sobgui, décédé à Yaoundé récemment. Un dernier hommage lui a été rendu ce matin à Yaoundé, au poste national CRTV,
par ses anciens collègues. Hubert Foto-Sobgui sera inhumé demain à Banjul, dans la région de l'Est. Sur la cérémonie du poste de la région de l'Ouest, sur la cérémonie du poste national, voici le reportage de Pierre Binambarga. Le dernier voyage de Hubert Foto-Sobgui, journaliste décédé le 4 septembre dernier. Sa famille professionnelle lui rend un dernier hommage. C'est ici au poste national de la CRTV. Nous avons travaillé longtemps ensemble, mais il était surtout un ami. Je voudrais retenir d'Hubert Foto ses qualités humaines, toujours présent où il devait être. Dans ma vie d'homme, il m'est arrivé, comme à tout le monde, de subir des coups durs. Jamais la présence d'Hubert ne m'a manqué. Je me souviens toujours de la petite blague qu'il faisait quand il entrait en studio. Je l'introduisais, je lui disais bonjour. Et quand il sortait, un jour il m'a dit « Si je te réponds pas, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et puis il est parti d'un rire. Donc c'était ça, Hubert, c'était quelqu'un de très très jovial. Hubert Foto-Sobgui aura passé 27 ans dans cette famille de la CRTV. Chacun de ses confrères peut d'ores et déjà sortir son paquet de souvenirs concernant le professionnel disparu. Hubert était un esprit libre. Il aimait vous dire que vous avez une cravate mal louée sans qu'il y ait quelques soucis, sans que cela vous gêne. On parlait beaucoup de profession. Il voulait vous dire la virgule telle je n'ai pas été d'accord avec, sans que cela vous heurte. Il était un professionnel jusqu'au bout des ongles. C'était un monsieur qui ne cherchait pas de problème. Il a attiré les gens vers lui. Il créait une amitié bon enfant au sein du groupe auquel il évoluait. Hubert Foto-Sobgui sera enterré samedi, le 3 octobre, à Banjul, sa terre natale. C'est dans la région de l'Ouest. Et puis, dans la suite du journal, on parle de cette signature de convention entre l'Union européenne et la FROSAI. Les deux parties ont des visées communes, des visées qui consistent à apporter un soutien aux initiatives qui visent à améliorer la crédibilité des institutions. Il s'agit aussi d'améliorer les fonctionnements des institutions qui gèrent les deniers publics. Je vous propose d'écouter les avis du représentant de l'Union européenne et d'Henri Yébé ici, qui officie encore comme ministre chargé du contrôle supérieur de l'État. Ils sont au micro de nos reporters. Dans de très nombreux pays où l'Union européenne a des programmes de coopération, nous avons très certainement des programmes d'amélioration des finances publiques. Et dans ce cadre-là, effectivement, avoir un partenariat particulier avec les instituts d'audit suprêmes sont un axe prioritaire pour nous. C'est très important de supporter toutes les initiatives visant à améliorer la transparence, la prédictabilité et la crédibilité des institutions gérant les deniers publics. Le choix opéré en 2014 à travers la convention signée avec la GIZ s'élargit aujourd'hui avec l'arrivée de l'Union européenne. Lorsque le Cameroun reçoit le mandat de secrétaire général de la FROSAI, nous tirons avantage à ce que notre démarche se trouve ainsi portée par une dynamique globale au niveau du continent africain. Les activités menées au profit de la FROSAI et les activités menées par le secrétaire général de la FROSAI bénéficient d'abord pour renforcer l'IEC national en charge de la promotion de la culture du contrôle et de l'optimisation de la gestion des ressources financières. En tout cas, de façon globale, le Cameroun tire avantage de ce que son rôle contribue à la FROSAI à travers ses objectifs. Et la FROSAI tire avantage à ce que, depuis que le Cameroun a reçu ce mandat, nous continuerons à œuvrer pour une dynamique globale du secrétaire général de la FROSAI pour atteindre ses objectifs. Voilà, vous venez donc de suivre Henri Yébé Aïssi, qui était encore jusqu'à ce soir ministre en charge du contrôle supérieur de l'État, nommé par un acte du chef de l'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. On revient en santé pour parler cette fois du 70e congrès de la Société africaine de pneumologie qui s'est tenu ce jour à Yaoundé. L'objectif du congrès est de trouver des moyens pour la prise en charge des personnes souffrant de la pneumologie. C'est une maladie peu connue du grand public. Voici le reportage de Relique Récente. L'hôpital Jamo de Yaoundé reste le centre de référence de pneumologie au Cameroun. Au fil des ans, le taux des maladies respiratoires augmente. C'est le cas malheureusement partout en Afrique.
Il est urgent de trouver une solution pour le bien des malades. Nous échangeons avec les autres sociétés, les autres homologues des autres pays. Et ces échanges vont nous permettre, bien sûr, d'améliorer parce que on va partager les expériences et chacun donc ira de son côté avec l'expérience des autres et ça va nous permettre d'améliorer la prise en charge des malades respiratoires. Le 7e congrès de la Société africaine de pneumologie de langue française qui se tient à Yaoundé permettra aussi la tenue du premier congrès de la Société camerounaise de pneumologie. La première maladie respiratoire au Cameroun, comme dans les pays sous-développés ou en voie de développement, c'est la tuberculose. Nous dénotons environ 9 millions de cas de tuberculose dans le monde. Et parmi ces 9 millions, il faut dire que 500 000 sont des tuberculoses multirésistantes. 32% des patients tuberculeux au Cameroun sont co-infectés par le virus du VIH. Donc vous voyez déjà l'ampleur du problème. Au centre des travaux, la tuberculose multirésistante et la pneumopathie aiguë infectieuse, avec pour sous-thème les maladies respiratoires chroniques non transmissibles. Les assises qui regroupent tous les pays de l'Afrique francophone s'achèvent ce samedi. Well, we shall be coming back to the reactions of some ministers who have either changed portfolios or newly appointed, and you have Quelques réactions, Gladys. Il faut savoir que c'est le fait du jour au Cameroun, ce vendredi, ce réaménagement du gouvernement. Et vous le savez, nos reporters sont sur le terrain. Je vous propose de suivre tout de suite les réactions de Edgar Alem Bengol, nommé ce soir ministre des Transports, mais également de Louis-Paul Motazé, qui retrouve le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. J'en étais à ma 7e année comme ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Et à présent que le président de la République décide de me confier une autre mission, je dois lui exprimer toute ma gratitude pour le parcours que je suis en train d'effectuer et pour le soutien, l'appui et même l'affection dont j'ai toujours bénéficié de sa part. Je voudrais le remercier, lui exprimer mon engagement renouvelé et résolu à m'investir dans la nouvelle mission. De façon tout à fait légitime, il y a un premier sentiment qui est un sentiment de fierté, de reconnaissance envers le chef de l'État. Quand le chef de l'État vous fait confiance ou quand il vous renouvelle sa confiance, vous ne pouvez qu'en être fier. Mais très vite, ce sentiment, je ne dis pas qu'il s'estompe, il ne peut pas s'estomper, on est content, mais il fait quand même place à un autre. C'est la responsabilité. Je sais, tout le monde sait que le chef de l'État appelle depuis un certain temps à une accélération de la croissance, à une croissance plus forte, qui ne soit pas végétative, comme on dit, une croissance qui puisse créer des emplois, donc faire reculer la pauvreté. Et il va de soi que nous avons encore du chemin. Well, we shall be bringing you the reactions of newly appointed ministers in the course of this newscast as a team of reporters are on the field bringing their reactions. The government of Egypt has donated foodstuff and tents to Cameroon to assist in the fight against terrorism. The bags of rice and flour as well as tents were received today by the Minister of Territorial Administration and Decentralization, René Emmanuel Sadi, who has been maintained in his position following this evening's government shake-up. Tony Nanyongo was at the Military Air Force Base where the gifts were received. Here is our report. The gifts from Egypt include 584 bags of rice, 1,613 bags of flour, and 240 tents, stating his government's readiness to always assist Cameroon when needed. The ambassador of Egypt said his country understands what it means to fight terrorism. I do hope that this small gift can assist and can help our brotherly Cameroonian government. We do support the strategy taken by His Excellency President Biya towards the war against terrorism. According to the ambassador,
Their goal is to build stronger ties with Cameroon. Egypt and Cameroon has a very strong and excellent relationship in all domains. It goes back just since 1960. We are the first African country and Arab country as well to establish a diplomatic relationship with Cameroon. The gifts were received on behalf of the government of Cameroon by Minister René Emmanuel Sadi of Territorial Administration and Decentralization, who said the nation greatly appreciates support from brotherly countries like Egypt. Some 597 non-commissioned officers who have received a 6-month training at the National Gendarmerie School here in Yaoundé have been awarded and, of course, diplomas. Presiding over the ceremony, the Secretary of State in the Ministry of Defense in charge of the National Gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam, exhorted them to be assiduous and disciplined. Burnley Achunda put together the following report. Their looks and their faces is that of we are ready to serve in honor and faithfulness. The enthusiasm comes after a 6-month course at the National Gendarmerie that has rewarded them with junior and senior staff diplomas. 597 of these non-commissioned officers during this time upgraded their skills with emphasis on the maintenance of law, investigation, riot management, amongst others. The head of state has put a big point on the modernization of the army and the gendarmerie. And in this framework, we are obliged to do something concerning the training. By the training, we can get best elements. 69 of them received junior staff diplomas and think they are ready for real business. In this training, we show how to maintain the unity in the field. We show how to march. We show how to make investigation to catch all bad people in the country. The Secretary of State in charge of the National Gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam, who has been maintained, lauded the initiative of the director of the training center and other trainers for being there at a time the National Gendarmerie is undergoing modernization. A moment to honor one of the trainees that died few hours before the ceremony. Family members, friends and well-wishers were also present to cheer the laureates. Retour sur l'actualité du jour, le réaménagement du gouvernement intervenu ce vendredi avec la réaction de quelques promus. Je vous propose à l'instant celle de Joseph Betty Assomo, qui était avant sa nomination ce soir gouverneur de la région du littoral, qui depuis le décret du chef de l'État est le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Nos reporters de CRTV Littoral l'ont rencontré. Je suis habité par un double sentiment, un sentiment de fierté, pourquoi ne pas le dire, mais également un sentiment de reconnaissance envers son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, qui vient de me confier des fonctions hautement plus importantes que celles que j'occupais jusque-là. Ceci est la suite d'une carrière administrative que je mène sous son égide depuis 32 ans déjà. Et cette nouvelle étape est une interpellation. Il s'agit de servir encore davantage l'État à une position plus élevée. En tant que fonctionnaire, serviteur de l'État, c'est naturellement, comme je l'ai dit, un sentiment de fierté. Mais je garde la tête froide. Il faut avoir le triomphe modeste. Et je vous rappelle que je suis ministre délégué à la présidence chargée de la défense. Et quand on dit ministre délégué, vous comprenez très bien ce que cela veut dire. J'ai travaillé ici pendant un peu plus de 3 ans avec toutes les forces vives de cette région. Et je me dis d'ailleurs que ce qui nous arrive aujourd'hui est certainement, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, en partie certainement dû à la qualité du travail que nous avons fait ici ensemble. Je tiens à remercier tous mes collaborateurs de la région administrative et politique et toutes les populations et forces vives de la région du littoral.
Voilà, Joseph Biti Assomo, le nouveau ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Parlons de cette fin de stage pour plus de 500 gendarmes. Il s'agit de sous-officiers qui sont arrivés en fin de formation. Et la cérémonie de clôture a été présidée ce jour par le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam. Voici le reportage de Pierre Evembe. Jean-Baptiste Bokam, le patron de la gendarmerie nationale, confirmé dans son poste, continue sa mission de formation et de renforcement des compétences des Pandores. 595 sous-officiers titulaires désormais de leur certificat d'aptitude technique numéro 3 et 69 qui mettent un terme à plusieurs mois de formation au CAT2. Depuis un certain temps, beaucoup de stages de formation se succèdent. Et il faut également lier ça au contexte de l'heure. Nous avons à faire face à un ennemi asymétrique dont les stratégies offensives ne nous sont pas connues. Nous devons donc permettre à nos éléments d'avoir les savoir-faire et les savoir-être pour s'adapter à cette guerre qui nous est imposée par la secte terroriste Boko Haram. Ils ont reçu des compétences et outils nécessaires pour faire face aux défis actuels de la sécurité. Nous sommes là pour une formation de commandement. Donc cette formation nous permettra d'être des commandants de brigade, de chefs de poste, des chefs de groupe de combat. Tous les officiers qui sortent d'une école de CAT3, attitude technique numéro 3, c'est pour le commandement de l'homme. Donc ça me permet de commander les hommes sur le terrain, de répondre aux missions régaliennes de la gendarmerie nationale. Des attentes, le haut commandement en a. J'ai longuement insisté sur la discipline, sur les aptitudes morales et sur les aptitudes humaines. Ces hommes et femmes, sous-officiers, sont prêts, ont-ils dit, à servir la patrie avec honneur et fidélité. À présent, la République arabe d'Égypte a fait un important don de matériel cet après-midi au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le don remis par l'ambassadeur d'Égypte à Yaoundé a été réceptionné par René Emmanuel Sadier, le ministre de l'administration territoriale. Et c'est un don constitué de tentes, de denrées alimentaires. Et la cérémonie avait pour cadre la base aérienne 101 de Yaoundé. Olivier Kingemoli. C'est l'exemple frappant de coopération sud-sud dans la gestion d'une situation de conflit ou de catastrophe. Le Cameroun, qui fait face aux inondations et à la secte islamiste Boko Haram, reçoit ici l'appui d'un pays frère en cet après-midi du 2 octobre à la base aérienne 101 de Yaoundé. Nous apprécions d'autant ce don qu'il vient d'un pays frère africain. La plupart des dons que nous avons reçus jusque-là nous venaient principalement des autres continents et qu'un pays frère africain prenne la peine, n'est-ce pas, de venir à notre rescousse, de faire ce don est quelque chose de très appréciable. Et je tiens à le remercier et au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement et bien évidemment au nom du comité dont j'ai la charge, je tiens à travers l'ambassadeur à remercier le gouvernement égyptien pour ce don très important. L'ambassadeur d'Égypte loue déjà les efforts faits par Yaoundé pour juguler ces situations de crise. Yaoundé qui fera certainement mieux avec cet appui constitué de 1630 sacs de farine, 584 sacs de riz et 240 tentes. La cérémonie de remise de ce don était empreinte de sobriété et de convivialité entre les deux personnalités. Well, we shall be coming back to our sports page. Before that sports page, well, before our foreign page, Cameroon has just qualified for the final of the ongoing Afro basketball that just took place this evening here in Yaoundé. So we shall be coming back with our reporters on the field. Le temps peut-être de signaler ces correspondances, Gladys, du chef de l'État. Le président de la République a adressé une correspondance à son Excellence Mohamedou Bouhari, le président de la République fédérale du Nigeria, commandant-chef des forces armées. Le chef de l'État écrit « Monsieur le Président et chers frères, il m'est très agréable de vous adresser au moment où la République fédérale du Nigeria commémore sa fête nationale le 1er octobre 2015. Mes vives et chaleureuses félicitations. Félicitations, j'y joins mes vœux de paix, de progrès, de prospérité pour le peuple nigérian. Frère, j'ai la conviction que grâce à notre volonté commune, nos pays intensifieront chaque jour davantage
leurs excellentes relations d'amitié et de coopération et renforceront leur collaboration en matière de défense et de sécurité. Votre récente et fructueuse visite d'amitié et de travail au Cameroun en juillet dernier est l'éloquent témoignage de cette dynamique nouvelle entre le Cameroun et le Nigeria. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération. Et c'est signé Paul Biya. Le chef de l'État a également écrit à son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Le président de la République écrit « Monsieur le Président, j'ai le réel plaisir de vous adresser à l'aube de la commémoration de la fête nationale de la République populaire de Chine le 1er octobre 2015. Mes vives et chaleureuses félicitations. J'y joins mes souhaits de bonheur pour le grand peuple chinois ami. Je saisis cette solennelle circonstance pour me féliciter de nouveau des excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays ainsi que de leur renforcement et déploiement continu. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances renouvelées de ma très haute considération. Et c'est signé Paul Biya. La suite, Gladys. Yes, we now take our viewers out of Cameroon, where 5 young girls are reported to have caused a series of deadly explosions in northeastern Nigeria or Maiduguri, and that led to 14 deaths and 39 others injured. And in the U.S., a gunman has opened fire in a community college, killing 10 and wounding 20 others before the police shot him. Burnley Achunda has these and more in our World News Roundup. Burkina Faso coup leader General Gilbert Diendéré is in police custody. The coup leader, who earlier surrendered himself to a diplomatic mission in Ouagadougou, has admitted the takeover was a mistake. Most people in the country say they want the man who was one of the plotters in 1987 that brought Blaise Compaoré to power to face justice for causing darkness in Burkina Faso. In the United States of America, a gunman opened fire at a community college in southern Oregon on Thursday, killing at least 10 and wounding 20 others before police shot him to death. President Obama has voiced anger over Oregon shooting, urging gun control in the country. There's been another mass shooting in America. Somehow this has become routine. The reporting is routine. My response here at this podium ends up being routine. The conversation in the aftermath of it, we've become numb to this. We talked about this after Columbine and Blacksburg, after Tucson, after Newtown, after Aurora, after Charleston. It cannot be this easy for somebody who wants to inflict harm on other people to get his or her hands on a gun. Residents of Rosberg in the U.S. have therefore gathered at a candlelight vigil for the victims. Russian President Vladimir Putin has arrived for talks with his French counterpart François Hollande. The two leaders will discuss the conflict in Syria before a four-way summit with Germany on the crisis in Ukraine. The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has called for peace talks with Palestinians while savaging the international committee's nuclear deal with Iran. And on to this sports brief, Cameroon has just qualified for the finals of the ongoing AfroBasket Women Tournament in Yaoundé after beating Nigeria 71-70. And the Cameroon's national women's football team will this weekend play against Zimbabwe in the away leg last qualifying round for the 2016 Olympic Games to take place in Brazil. The team that is just back from the All-African Games, where they grabbed the silver medal, is looking forward to secure a victory this weekend against Zimbabwe to keep their qualification chances intact. Voilà, dans l'autre actualité, Gladys, c'est donc la qualification ce soir des Lions pour la finale d'Afrobasket 2015. Le Cameroun a remporté le match ce soir, vous l'avez probablement vu sur nos antennes, face au Nigeria, sur le score de 71-70. C'était au terme d'une demi-finale à suspense. Voici le compte rendu de Wilfried Koto. À 28 secondes de la fin du match, grâce aux 2 points de la capitaine Amina Ndionkou, le Cameroun est à +1 du Nigeria, 71-70. Quel suspense! Suite à une faute nigériane,
Maïcha Blackshire rate ses 2 lancers francs. Possession nigériane, bonne défense du Cameroun et les Lions tiennent leur finale. Au premier carton, léger passage à vide des Lions à l'entame. À droite au tir à distance et à mi-distance, le Nigeria donne un 4-0 au Cameroun d'entrée de jeu. Le Cameroun se relance. Après avoir été mené 8-12, elles rejoignent les Nigérianes au score 13-13, à 3 minutes de la fin de ce carton. Les tirs à mi-distance des Nigérianes finissent par faire la différence. Le Nigeria obtient le gain du premier carton, 23-15. L'équipe qui compte systématiquement sur ces tirs à mi-distance. Il ne faut plus accepter les tirs à mi-distance là. Au deuxième quart-temps, le Cameroun replonge dans cet art défensif. Les rebonds défensifs ne sont pas assurés. L'entrée de Mbiandia donne de l'air aux Lions. Le Cameroun passe de -8 à -5. Un deuxième tir à 3 points de Lonlac, mais les Lions à 1 point des Nigérians. La réussite au lancer franc de Lonlac offre le gain du deuxième quart-temps aux Lions, 21-13, 36-36 à la pause. Les deux sélections se tiennent au troisième carton très disputé. Les Lions l'emportent 13-15. Le dénouement au quatrième carton. Au bout du suspense, les Lions obtiennent une autre victoire face aux Nigérians après celle de l'Afrobasket 2013 au Mozambique. Les Lions l'avaient emporté 71-65. Le Cameroun va rencontrer ce samedi en finale le vainqueur du match, Angola-Sénégal. Well, as we told you at the beginning of this newscast, our reporters are on the field to get the reactions of the newly appointed ministers. And here we have the Minister of Mines, Industries and Technological Development, who replaces Minister Bonde. Voilà, c'est donc l'actualité du jour au Cameroun, vous le savez. Et nos reporters sont sur le terrain pour recueillir les réactions des nouveaux promus. Je vous propose à l'instant celle du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Ernest Ngouaboubou, au micro de nos reporters. Après Dieu, je dois remercier sincèrement le chef de l'État qui a pensé à moi, quelqu'un qui sort de nulle part, parce que honnêtement, fils de catéchiste, on ne connaît pas mon père, mais le chef de l'État, lui seul, il sait comment il fait pour aller dénicher les gens. Je dois dire merci à celui que je vais remplacer, le ministre Emmanuel Bonde, qui a été pour moi un père. J'ai fait mes pas en politique auprès de lui, parce que c'est avec lui que j'ai cheminé depuis 2007. Well, I think that we've come to the end of this newscast. Thanks for being there. But Joseph Emmanuel, I think this lone headline this evening. Voilà, c'est le seul titre. Hein. Le gouvernement réaménagé, le président de la République a donc signé ce vendredi un décret dans ce sens. 12 personnalités quittent le gouvernement, tandis que 10 nouvelles figures feront leur entrée. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée sur la CRTV et à demain. À demain Gladys. À demain, and don't forget the late night newscast with Elvis Teke and Dido Nizra. Tomorrow will be another day. We shall be here same time. Until then, it's bye from all of us on this newscast. Good night, Joseph. Bonne soirée Gladys, à demain.